Bonjour, nous allons consacrer cette dernière partie de la leçon à la programmation structurée et nous l'illustrerons sur un exemple de simulation d'alunissage. Alors tout d'abord, un certain nombre de définitions. En quoi consiste la programmation structurée? Eh bien, l'idée de la programmation structurée, c'est lorsque j'ai à résoudre un problème complexe, eh bien, ce problème complexe, je vais le décomposer en problèmes simples. Décomposition en problèmes simples. Voilà, donc j'ai mon problème complexe, et ce problème complexe, eh bien, je vais dire que pour le résoudre, j'ai besoin de résoudre un certain nombre de sous-problèmes plus simples. Donc cette analyse, c'est une méthode qui est bien connue, qui est une méthode que l'on peut, qui est illustrée par en fait l'adage divisé pour régner. Et donc si on regarde un peu plus en détail l'application au niveau algorithmique, eh bien au niveau algorithmique, ça consiste à appliquer une analyse algorithmique qui suit un design top-down, c'est-à-dire on part du problème, d'accord, donc on part du problème et on fait une analyse en définissant en fait les sous-problèmes à résoudre pour résoudre ce problème principal. Donc on part du problème qu'on décompose en sous-problèmes, eux-mêmes éventuellement on décompose en sous-sous-problèmes, etc. Donc cette analyse, c'est une analyse qui est très puissante, qui consiste à dire, pour résoudre un problème compliqué, je me ramène à des sous-problèmes plus simples, et si le sous-problème simple est encore trop compliqué, à nouveau, on le redécoupe en problèmes plus simples. Alors, quel est le principe de cette analyse top-down? C'est évidemment toujours de découper le problème en problèmes plus simples et, si possible, indépendants. Et à chaque fois qu'on fait cette analyse, donc on part de notre problème, ce que l'on dit c'est qu'est-ce qu'il faut pour résoudre chacun des sous-problèmes. Je ne vais pas forcément dire comment, je vais simplement dire quelles sont les différentes étapes qu'il faut résoudre. Donc, je redécoupe éventuellement chaque sous-problème en sous-sous-problèmes plus simples. Et je réitère, c'est-à-dire que l'analyse que j'ai faite pour le programme principal, eh bien, je le refais au niveau suivant, jusqu'à arriver à des problèmes qui soient suffisamment simples pour être résolus simplement par un algorithme. Alors, quelle est l'idée de la simplicité? En général, on peut dire qu'il faut que l'algorithme s'écrive sur une page au maximum, puisque l'être humain a une capacité en fait d'analyse et de visualisation qui correspond à peu près à cette quantité-là. Alors une fois que j'ai fait cette partie analyse, eh bien je vais faire la partie programmation, et la partie programmation, l'analyse étant top-down, la partie programmation, elle va aller dans l'autre direction. Donc ici, top, bottom. Donc l'analyse, c'est du programme général vers les sous-problèmes plus simples. La programmation, elle va partir des sous-problèmes plus simples jusqu'au programme principal. Donc l'analyse, c'est une analyse bottom-up. Donc c'est ce qu'on appelle bottom-up programming. Donc je vais écrire les sous-problèmes élémentaires sous forme de fonctions. D'accord? Et de même, chacun des sous-problèmes, et les sous-problèmes de niveau supérieur vont simplement appeler les fonctions des niveaux inférieurs. À chaque étape, je fais une validation évidemment des fonctions et je vais
évidemment réitéré dans l'arbre jusqu'au programme principal. Donc je parcours du haut vers le bas pour la partie analyse et des branches vers le tronc, hein, donc du bas vers le haut pour la partie programmation. Et la règle, c'est évidemment de réutiliser au maximum des fonctions qui sont déjà écrites ou des fonctions de bibliothèque en appliquant un principe de moindre effort. Donc là, ça c'est effectivement important de réutiliser en fait les programmes qui sont déjà écrits et validés. Alors, je vais prendre en fait l'exemple de la simulation d'un alunissage. Donc on va écrire, on va faire le design d'un programme qui va simuler l'alunissage de Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11 sur la Lune en 1969. Et cette simulation d'alunissage est en fait basée sur les données en fait, d'un programme qui a été écrit en basique dans les années 69 et qui s'est trouvé en fait popularisé une dizaine d'années plus tard sur des consoles Atari puisque on a mis une interface graphique et c'est devenu en fait un jeu très populaire qui est un jeu qui s'appelle Lunar Lander qui permet de contrôler en fait un LEM de façon un peu plus ou moins sophistiquée avec une interface graphique. Alors ce qui nous intéresse nous c'est la partie en fait simulation de cet alunissage. Alors on va tout d'abord voir un peu quel est le but du jeu. Donc le but de la simulation, c'est évidemment de poser le module lunaire sur la Lune avec une contrainte qui est que la vitesse soit quasiment nulle. On ne veut pas que le module lunaire se crache. Et ce module lunaire, en fait, il est soumis d'une part, il est soumis à la gravité. Donc il faut ralentir ce module et je le ralentis avec des rétrofusées. Et on contrôle en fait manuellement ces rétrofusées en sélectionnant une poussée qui est variable, c'est-à-dire qu'on va appliquer en fait une poussée qui va générer en fait une force évidemment vers le haut qui vaut QE fois UE. Donc QE étant le débit, UE étant la vitesse. Le tout étant de régler la poussée de façon optimale en tenant compte de deux contraintes. C'est qu'on a une quantité limitée de carburant et on doit arriver en fait avec une vitesse sur la Lune qui soit quasiment nulle. Alors on va regarder tout d'abord le modèle physique. Donc je vais supposer que le LEM a une vitesse initiale, une masse initiale de m0. Il est soumis à deux types de forces. Il est soumis d'une part au poids, donc le poids c'est M0G, et d'autre part à la poussée des rétrofusées. Donc la poussée des rétrofusées c'est QE fois VE. L'application du principe fondamental de la dynamique me dit que la masse fois l'accélération, donc ici j'ai masse fois accélération, est égal à quoi? Est égal à la somme des forces appliquées. Donc ici, les forces appliquées, c'est le poids. Et ici, la poussée des rétrofusées. Et évidemment, ce qui est un peu compliqué dans le modèle, c'est que la masse du LEM, donc la masse de mon système, varie au cours du temps. Donc la masse diminue. Pourquoi? Bien parce que la masse du LEM est essentiellement, au moins pour moitié, constituée de carburant. Et évidemment, quand je brûle du carburant pour freiner le LEM, la masse du LEM va diminuer. Donc ça, c'est mes équations de base du système. Et je vais en fait intégrer ces équations, c'est-à-dire calculer la solution de ce problème. Alors donc je vais regarder le problème mathématique. Donc l'équation du mouvement s'écrit de la façon suivante. J'ai divisé par la masse, donc j'obtiens une équation du second ordre
Et quelle est la difficulté? C'est que, en fait, il faut connaître QE et QE varie. Donc, je vais intégrer cette équation pendant la durée d'une commande. Donc, pendant la durée d'une commande, j'ai QE qui est constante, hein, donc le débit de carburant est constant. Ça va me permettre, en fait, d'intégrer analytiquement l'équation qui est là. Hein. Donc, si je note V, en fait, la vitesse dans la direction de la Lune, hein, c'est-à-dire que V, c'est moins dz sur dt, eh bien, j'obtiens l'expression qui est ici. Hein, donc, j'obtiens une expression dans laquelle j'ai, en fait, un log. Là-dedans, hein, donc, ce que je note aussi, c'est que donc, la vitesse V m'est donnée en fonction de t, et pendant cette durée t, eh bien, j'ai la masse du LEM qui a diminué d'une quantité QET, qui est le carburant que j'ai éjecté. Cette équation, en fait, est un trop compliquée pour pouvoir avoir ce qui m'intéresse, la position de façon simple. Donc, je vais faire un développement limité. Un développement limité en notant que QET sur M0, c'est quelque chose qui est plus petit que 1, puisque, en fait, le temps que je considère est toujours un temps qui est très petit. Donc, dans ce cas-là, eh bien, le terme sous le log, c'est un terme de la forme log de 1 moins z, où z est très petit devant 1. Donc là, je peux faire un développement limité. Hein, ce développement limité me dit que log de 1 moins z, c'est moins z2 sur 2, moins z3 sur 3, moins z4 sur 4, moins z5 sur 5, et puis j'ai des termes supplémentaires. Donc si je fais le développement limité à l'ordre 5, eh bien, je remplace le log par son développement limité, donc je remplace log de 1 moins z par ça, j'obtiens en fait une expression polynomiale pour V. L'intérêt, c'est que maintenant, cette expression polynomiale sur V, donc c'est une équation qui est, c'est une relation qui est polynomiale aussi en t, hein, puisque z c'est égal à QET sur M0. Donc je sais intégrer, donc par intégration, je vais pouvoir obtenir la valeur de l'altitude, donc z, hein, sachant qu'ici, la vitesse, hein, il ne faut pas oublier, c'est moins dz sur dt, hein, puisque je prends une vitesse positive dirigée vers le bas. Voilà, donc si j'affiche donc la valeur de z, donc la valeur de z, c'est l'expression qui est là, donc j'intègre un polynôme, donc ce n'est pas très compliqué. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement les expressions qui ont été utilisées dans les premiers programmes de simulateurs, hein, c'est des expressions qui sont encore utilisées hein, quand on fait une simulation. Alors, lorsque je fais cette analyse, il faut quand même faire attention à deux cas particuliers. Donc le premier cas, c'est si le fuel est épuisé. Dans ce cas-là, si j'ai plus de fuel, eh bien, c'est-à-dire si j'ai ME qui est égal à 0, j'ai forcément QE qui est égal à 0. Et dans ce cas-là, la position du LEM m'est donnée par une équation suivante, c'est moins V0T moins G T2 sur 2. Donc je peux facilement en déduire en fait le temps T où le LEM va atterrir. Hein, donc je peux déterminer T tel que Z égale 0 et j'obtiens en fait une équation du second degré en T que je peux résoudre, hein, je sais résoudre, et je vais prendre en fait la racine qui est positive. Donc cette racine positive, c'est l'expression qui est ici. J'ai un deuxième cas particulier à traiter, qui est que je fais un calcul, hein, donc j'ai l'altitude Z0, je fais un calcul pendant un temps grand T, et j'obtiens la position grand Z. Mais quand je me trouve près de la surface, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bien évidemment, hein, il n'y a aucune raison pour que la valeur de t corresponde exactement au temps mis pour arriver sur la surface. En général, ça va me donner un temps
dans lequel la nouvelle position va se trouver inférieure à 0. Hein. Donc il va falloir que je détermine en fait quel est le temps. Hein, il va falloir que je change en fait mon temps d'intégration. Hein, il faut que je trouve un temps qui corresponde en fait à l'alunissage, donc à la position z égale 0. Hein, donc ici j'ai la position z égale 0. Donc il faut que je calcule la valeur de t correspondant à z égale 0. Le problème, c'est que si je fais ça, j'ai à résoudre en fait une équation du 6e degré. Donc ça, je ne sais pas faire. Donc je vais en fait le faire par approximation successive. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de dire, je pars de z0, je fais un développement limité de z de t en considérant uniquement les termes du second ordre. Donc ça, si je fais cette approximation, eh bien, ça va me donner un temps t qui va être plus petit que le temps mis à arriver sur la Lune. Donc je vais obtenir une première estimation, je vais faire un calcul sur un premier temps t0, hein, qui va me rapprocher de la surface lunaire. Et une fois que j'ai t0, eh bien je recommence. Hein, et je vais avoir en fait une approximation qui va devenir de plus en plus précise, hein, puisque le temps d'intégration va être de plus en plus petit. Donc par approximation successive, je vais obtenir en fait le temps t qui me permet d'arriver à la surface de la Lune. Voilà. Alors, comment je fais la partie analyse? Donc je vais partir de mon problème global. Donc mon problème global, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, le principe, ça va être assez simple. Hein. Donc j'ai mon module lunaire. Donc ce module lunaire, il part d'une position initiale. J'applique pendant un temps t une commande correspondant à un débit QE. Je relis la commande que j'applique, j'intègre à nouveau sur un temps t, etc. Jusqu'à arriver soit au cas QE égale 0, c'est-à-dire que j'ai plus de fuel, soit j'arrive près de la... Et dans ce cas-là, eh bien, je peux calculer la chute du LEM et le temps mis pour le LEM pour arriver à la surface, ou eh bien, j'arrive très près de la surface, hein, et à ce moment-là, je suis obligé de changer le pas en temps. Hein, donc le pas en temps, lui, il va varier de façon à obtenir la position exacte. Hein. Si Q est égal à 0, en fait, je calcule directement la chute. Hein. Voilà, donc le principe, c'est quoi? Eh bien, je vais d'abord faire une boucle. Hein, donc c'est une... Enfin, je vais d'abord, initialiser les données. Donc les données, c'est quoi? Je vais avoir besoin, en fait, de la gravité de la Lune. Je vais avoir besoin de la vitesse d'éjection des gaz. Je vais avoir besoin de la masse initiale et de la masse de fuel. Hein, et puis, de la durée initiale des commandes. Hein, donc de la valeur de t. Ensuite, je vais faire une boucle tant que. Donc, tant que je n'ai pas encore atterri. Donc ici, je vais tester, non pas par rapport à 0, mais par rapport à une valeur, une précision epsilon. Hein, je considère que si Z0 est plus petit que epsilon, hein, à ce moment-là, hein, j'ai atterri sur la Lune. Hein. Donc j'ai un atterrissage, un alunissage sur la Lune. Donc tant que je n'ai pas atterri, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je lise évidemment la commande. Donc il faut que je sache quel est le débit que je veux imposer. Donc je calcule QE. Une fois que j'ai QE, eh bien je calcule la vitesse et la nouvelle vitesse et la nouvelle altitude de mon module en fonction de la vitesse initiale au début de la commande, et je récupère la vitesse et la position à la fin de la commande. Une fois que j'ai cette position, il faut que je regarde, est-ce que je suis prêt d'alunir ou pas. Donc je vais tester si je suis prêt d'alunir. Si la position que j'ai calculée est plus petite que epsilon, eh bien ça veut dire que je me trouve, hein, j'ai intégré pendant un temps t,
je me trouve en fait dans cette position-là. Donc je suis obligé de faire un calcul pour déterminer quelle est la bonne valeur du temps d'intégration pour arriver à la surface de la Lune. Donc je vais déterminer en fait la nouvelle valeur de t qui correspond en fait à cet alunissage, à la position et à la vitesse. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, il faut que je mette à jour mes données, c'est-à-dire que je réinitialise la vitesse et la position initiale du LEM et que je reboucle. Donc voilà le principe de l'algorithme de base. Donc une fois que j'ai cet algorithme de base, eh bien je vais regarder ce que j'ai à faire. Donc la première chose que j'ai à faire, c'est un algorithme qui va me lire la commande. Donc cet algorithme, il prend comme argument quoi? Il prend comme argument la masse de fuel et le pas en temps de la commande. Donc j'initialise en fait le temps d'application de la commande par le pas de simulation par défaut. Ensuite je teste, est-ce qu'il me reste du fuel? Donc je teste, est-ce que ME est plus grand que 0? Si oui, je lis le débit de gaz que je vais appliquer. Je teste, est-ce que j'ai suffisamment de gaz pendant toute la durée de la commande, c'est-à-dire est-ce que le gaz éjecté, c'est-à-dire QET, la masse de gaz éjecté QET est plus grande que la masse de gaz restante. Donc si je n'ai pas suffisamment de gaz, donc là je détermine en fait le temps T correspondant à l'utilisation de tout le gaz qui me reste. Donc ici c'est le calcul qui est fait là. Voilà. Je teste la condition opposée au cas est-ce qu'il me reste du fuel? Non, il ne me reste pas de fuel. Donc s'il ne me reste pas de fuel, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je sais que QE est égal à 0 et j'en déduis en fait le temps de chute. D'accord? Donc le temps qui va m'amener à la surface et donc le temps T. Donc à la fin de ce sous-programme, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Je récupère en fait la valeur de QE et la valeur du temps d'application de cette commande. Alors, j'ai à écrire un sous-programme qui me calcule la vitesse et l'altitude. Donc là, c'est assez simple. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser les formules mathématiques qui me donnent la vitesse et la position en fonction de t. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, il faut que je traite le cas particulier de l'alunissage. Donc il faut que je calcule le temps t0 avant alunissage. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, tant que la position prédite est plus grande que epsilon, donc là, ça veut dire tant que je n'ai pas encore aluné, je vais estimer un temps par approximation d'ordre 2. Donc c'est la formule que j'ai donnée. Je calcule la position correspondant à ce temps-là. Et cette position, elle est supérieure à la position, donc j'ai Z0. Ici, j'ai la Lune. Donc, je vais calculer en fait ce temps T0. Donc, la nouvelle altitude. Et j'itère, tant que, en fait, la position est... tant que j'ai pas atterri, enfin, j'ai pas aluni sur la Lune. Voilà. Donc, maintenant, j'ai donc toute mon analyse. J'ai donc les trois procédures qui m'intéressent et je vais pouvoir faire la partie programmation en tenant compte d'un certain nombre de particularités en Python. Donc la première chose que je vais traiter, c'est la fonction de lecture. Donc lecture des commandes. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je définis une fonction lecture de commande qui a pour argument la masse de fuel qui reste et le pas en temps initial. Donc j'initialise t, donc la durée de la commande par ce pas en temps initial. S'il me reste du fuel, qu'est-ce que je fais? Je lis la valeur de la poussée. Et dans cette
méthode de lecture, eh bien, je vais lire au clavier. Hein, donc, raw input, c'est en fait une fonction qui permet de lire ce que l'on rentre au clavier. Hein, et je le lis sous forme de caractères, de chaîne de caractères. Donc, la première chose que je vais tester, c'est est-ce que cette chaîne de caractères correspond bien à un nombre compris entre 0 et 9. Si la chaîne de caractères que je lis est bien un nombre entre 0 et 9, un caractère entre 0 et 9, je vais le convertir en poussée en prenant le caractère et en le convertissant en entier. Donc quand je convertis le caractère 0, ça me donne évidemment la valeur 0, le caractère 9, ça me donne évidemment la valeur 9, et j'obtiens en fait la poussée en kilos par seconde. Je vais tester aussi si je veux arrêter la simulation. Hein, donc si l'utilisateur tape sur Q, la simulation s'arrête. Hein, j'utilise pour cela une fonction qui est sysexit1, qui correspond en fait à l'arrêt du programme. Et sinon, j'affiche un message d'erreur en disant que je dois rentrer un chiffre entre 0 et 9 et je reboucle. D'accord ? Donc ici, on a une lecture avec test d'erreur. D'accord ? Donc c'est lecture avec test d'erreur. Hein. Donc je vérifie que je lis bien les bonnes données. Ensuite, une fois que j'ai lu la valeur de QE, je vais tester s'il me reste suffisamment de fuel pendant le temps T. Si ce n'est pas le cas, je détermine en fait le temps restant qui me permet en fait d'utiliser toute la masse de fuel ME qu'il me reste. Voilà. Dans le cas où QE est nul, donc dans ce cas-là, j'ai plus de fuel et je peux directement déterminer en fait le temps de chute par l'expression que l'on avait calculée tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, le module correspondant en fait à la partie alunissage. Donc l'alunissage, je vais calculer en fait le temps t pour arriver à z égale 0. Donc qu'est-ce que je fais ? Je commence à initialiser en fait le temps t à 0. Donc je calcule, je fais une boucle tant que z0 est plus grand que epsilon. Donc ici epsilon en valeur absolue, tant que valeur absolue de z0 est plus grand que epsilon. Donc ici j'ai pris epsilon égale 10 moins 2. Donc j'ai une prédiction. Je calcule donc avec cette prédiction une nouvelle position et j'itère tant que la valeur de z0 que j'ai obtenue est plus grande que 10 moins 2. Voilà. Et le programme principal. Donc ce programme principal, il va contenir en fait des données. Donc ça, c'est des données, et ces données sont des données réalistes, hein, c'est-à-dire sont basées sur les caractéristiques du LEM de 1969. Donc on a la position, la vitesse du LEM en mètres par seconde, la masse du LEM, la masse de fuel. Hein, donc vous voyez qu'on a à peu près la moitié de la masse qui correspond à du fuel. Et le pas en temps de chaque commande. Donc ici, on a une commande toutes les 10 secondes. Et la vitesse initiale du LEM, c'est 1580 mètres par seconde. Donc la boucle de simulation, c'est une boucle while, une boucle tant que. Tant que je n'ai pas aluni, donc tant que la valeur absolue de z0 est plus grand que epsilon, je vais lire ma commande, donc je vais lire la poussée que je souhaite imposer. Je vais calculer à partir de cette poussée la vitesse et l'altitude du LEM. Je teste, est-ce que je suis proche de l'alunissage, c'est-à-dire est-ce que la valeur de Z1 est plus petite que
est plus petite que epsilon. Si oui, ben je calcule en fait le temps exact qui correspond à l'alunissage à partir de la position du lemme. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je mets à jour la position du lemme, donc Z0, V0, la masse de fuel qui reste et la masse totale du lemme. Et j'incrémente la simulation et j'affiche pour chaque temps, en fait, la position, la vitesse et le fuel qui reste. Et à la fin de la boucle, j'ai aluni et je vais pouvoir tester si la simulation est correcte ou pas, si la simulation est réussie ou pas. Et pour cela, je vais tester la vitesse finale. Si j'ai une vitesse qui est plus petite que 0,5 m par seconde, je considère que j'ai un alunissage parfait. Et au contraire, plus la vitesse V0 est grande, plus l'alunissage est mauvais. Et pour une vitesse plus grande que 27 m par seconde, je considère que j'ai craché le lemme sur la Lune. Alors si je regarde maintenant ce que donne par exemple une simulation, donc ici j'ai exécuté le programme. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma simulation? Eh bien, j'ai quasiment freiné tout de suite. Donc j'ai mis la poussée à fond quasiment dès le début, après le premier pas en temps. Vous voyez qu'ici mon programme traite le cas où je me serais trompé dans la rentrée des données. Donc ici j'ai appelé C au lieu de 9, puisque sur le clavier ces deux touches qui sont c'est la même touche. Donc ici ça me l'a pris en compte et ça me redemandait en fait la valeur de la poussée. Donc là j'ai freiné tout le temps. Donc si je freine tout le temps, à un moment donné j'ai bien une vitesse qui diminue. J'ai même la vitesse qui est devenue négative, c'est-à-dire que le lemme est remonté. C'est ce qu'on voit à ce niveau-là. Il était à 10 000 mètres, à 100 000 mètres. Il a remonté, puisqu'il est remonté jusqu'à 111 000 mètres. Le problème, c'est que, évidemment, j'ai freiné à fond tout le temps, donc la réserve de fuel a diminué. Donc je me suis retrouvé sans fuel. Et évidemment, je me suis écrasé puisque je suis arrivé sur la Lune avec une vitesse de 760 mètres par seconde. Voilà pour cette simulation d'alunissage.